Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté des annonces lors de la Gamescom d'AMD, donc les RX 7700 et 7800 XT. On va aussi détailler un petit peu tout ce qui se passe du côté du FSR 3, le HyperRX et tout ça. Juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors, on commence avec l'annonce des RX 7700 et 7800 XT. Bon, on savait déjà pas mal de choses en fait sur les specs des cartes depuis maintenant un bon moment. Et je dirais que pour Navi 32 complet, c'est exactement ce à quoi on s'attendait, à savoir une carte sur base de chiplet, ici avec un JCD et 4 MCD. Donc un JCD plus petit que sur Navi 31 et 2 MCD en moins, donc un bus mémoire plus petit aussi et moins de cache. Ce qui fait que pour la 7800 XT, on retrouve 60 compute units, un bus 256 bits avec 16 Go de VRAM, en GDDR6 à 19.5 Gbps seconde, 64 Mb de cache et une conso de 263 watts. Au niveau des fréquences du GPU par contre, c'est vrai que c'est relativement bas encore une fois puisqu'en boost AMD annonce 2430 MHz. Au niveau du tarif, AMD annonce un tarif de 500$, soit environ 550 € chez nous, selon la conversion euro-dollar du moment, plus la TVA. Pour la 7700 XT, on est toujours sur du Navi 32 avec une petite coupe sur le compute et une grosse coupe sur le sous-système mémoire, puisqu'on a 54 compute units sur un bus 192 bits avec 12 Go de VRAM à 18 Gbps seconde, 48 Mb de cache pour 245 watts de conso et des fréquences GPU de 2544 MHz en boost. Et au niveau tarifaire, la 7700 XT est annoncée à 450$, soit environ 490 € chez nous. Donc niveau efficacité énergétique, on note tout de même que RDNA 3 c'est toujours à peine mieux que RDNA 2, puisque vis-à-vis de la 6800 XT ici, on ne gagne qu'environ 20% d'efficacité énergétique si on table sur 5% de perf en plus, ce qui serait plutôt cohérent avec les autres cartes de la gamme. Les RTX 4000 gardent effectivement un avantage sur ce terrain-là. Donc au niveau de la segmentation tarifaire, on retrouve malheureusement, je dirais, la même stratégie qu'entre la 7900 XTX et la 7900 XT, à savoir que le tarif de la 7700 XT est bien trop proche de celui de la 7800 XT pour la rendre vraiment pertinente. Puisque la coupe sur la partie mémoire va fortement handicaper les performances de la 7700 XT comparé à sa grande sœur, et selon les chiffres même d'AMD, la 7800 XT est environ 20% plus performante pour 10% de tarif en plus, et aussi avec 4 Go de VRAM en plus. La consommation est à peine supérieure, donc grosso modo, il n'y a vraiment pas de raison d'acheter la 7700 XT à l'heure actuelle, quand la 7800 XT est si proche au niveau tarifaire, en dehors de restrictions budgétaires absolues, je dirais, au moment de l'achat. Donc pour moi, la 7700 XT, elle aurait dû être proposée à 400$ maximum pour faire sens, je dirais, vis-à-vis de sa grande sœur. On aurait eu 25% de prix en moins pour 20% de performance en moins et 4 Go de RAM en moins. Ça m'aurait paru beaucoup plus cohérent. Et c'est vrai que c'est quand même un petit peu dommage puisque la carte aurait fait une excellente concurrente à la 4060 Ti 8 Go au même tarif que celle-ci. Là, AMD a plus ou moins placé la 7700 XT pile au niveau du tarif entre les 4060 Ti 8 et 16 Go. Ce qui aurait pas forcément été déconnant en soi si la 7800 XT avait pas existé ou si elle avait été plus chère, sauf qu'ici c'est pas le cas. Et en ce qui concerne la 7800 XT justement, pour le prix, je trouve que c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Sur le marché actuel, c'est plus ou moins le tarif de la 6800 XT, d'autant plus qu'AMD commence à arriver au bout du stock de Navi 21, et au vu des specs et des performances annoncées, la 7800 XT devrait être un chouïa au-dessus de la 6800 XT en rasterisation, et un cran au-dessus également en ray tracing. Donc on entendra d'en savoir plus dans les tests, mais c'est clairement beaucoup plus agressif que les autres cartes en RDNA 3 jusqu'ici, et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose, et on a quand même 20% d'écart en prix avec la 4070 pour des perfs selon AMD environ 10% au-dessus en raster, et 10 à 15% en dessous en ray tracing. Mais on a aussi 4 Go de RAM en plus,
c'est quand même beaucoup plus compétitif que ce qu'on a eu jusqu'ici dans les autres gammes, où on était plus aux alentours des 10% de réduction au niveau tarifaire. Et face à la 4060 Ti 16Go qui est au même tarif, je trouve qu'il n'y a même pas match entre les deux cartes, et je pense qu'elle devra baisser de prix de toute urgence face à la 7800 XT qui a quand même de fortes chances d'être bien au-dessus en rasterisation, et en réalité plus ou moins au même niveau de performance en ray tracing. Pareil, je trouve que la 4060 Ti 8Go se retrouve en difficulté elle aussi, même si le fait qu'AMD ait positionné la 7700 XT plus chère que celle-ci, ça incitera pas franchement Nvidia à baisser le tarif rapidement pour la 4060 Ti 8Go, tout du moins jusqu'à ce que la 7700 XT baisse de tarif, ce qui a aussi de fortes chances d'arriver assez rapidement, à l'instar de ce qui s'était passé avec la 7900 XT. Alors par contre, au niveau du nom de la carte elle-même, je trouve que vraiment ça aurait dû s'appeler RX 7800 et non pas 7800 XT, puisqu'elle sort non seulement moins cher que la 6800 à son lancement, qui était à 580$, et on est aussi surtout 30% en dessous du prix de lancement de la 6800 XT qui était à 650$. Donc que ce soit sur le placement tarifaire ou des performances, ça aurait été beaucoup plus logique de l'appeler RX 7800 que 7800 XT. Bon alors après on est d'accord, c'est juste un nom, ça change rien dans l'absolu, ce qui est important c'est le performance-prix, et on n'est plus à une aberration près je dirais sur cette génération au niveau des noms des cartes. Donc les deux cartes sortent le 6 septembre, et j'essaierai de m'en procurer pour pouvoir faire des tests, puisque bon, j'ai aucun contact avec AMD, donc je pourrais pas vous proposer un test Day One malheureusement, mais bon, je vais faire au mieux pour m'en procurer le plus rapidement possible comme d'habitude. Et on enchaîne du coup du côté du FSR 3, et là on a quand même eu un bon paquet d'infos, et aussi pas mal d'interrogations qui resteront en suspens jusqu'à la sortie du FSR 3. Donc bon, déjà le FSR 3, on le sait, c'est la réponse d'AMD au DLSS 3 ou Frame Generation d'NVIDIA. Et comme c'était déjà plus ou moins le cas entre le FSR 2 et le DLSS 2, les deux technos cherchent à faire plus ou moins la même chose, mais elles le font de manière différente. Donc pour le FSR 3 et son fonctionnement, on retrouve ici aussi de l'interpolation d'images, donc qui rajoute des frames en plus entre deux frames classiques. Le but, tout comme pour le DLSS 3, c'est de rajouter de la fluidité à l'image. Je dirais qu'un des gros points positifs du FrameGen en général, c'est que ça permet de passer au-dessus de la limite du processeur dans les jeux, quand c'est lui qui coince tout du moins. L'exemple typique c'est Flight Simulator, où le Frame Generation permet d'atteindre un niveau de FPS impossible à obtenir, même en baissant tous les détails possibles du point de vue graphique, puisque c'est le processeur qui coince toujours, et donc celui-ci permet d'aller au-dessus de ça. Et comme les GPU ont tendance à évoluer plus rapidement que les CPU, c'est une manière de gagner en performance. Mais bon, c'est pas non plus sans aucune contrepartie, puisque les inconvénients de ce type de technologie, c'est aussi les mêmes pour les deux marques, donc à savoir une augmentation de la latence, puisque caler des frames en plus, ça rajoute une étape dans la chaîne de rendu, et cette étape, elle a un coût en temps de calcul, puisque l'opération n'est pas non plus gratuite. On a aussi besoin d'un minimum de FPS, je dirais, pour que l'effet soit le plus concluant possible. Par exemple, pour le FSR 3, AMD indique qu'il vaut mieux avoir 60 FPS de base pour que ça fonctionne correctement. Et une des autres faiblesses, c'est la qualité d'image qui peut varier aussi, et qui propose donc un compromis performance-qualité d'image encore différent d'un upscaling classique ou d'une image native. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est une option en plus. Et là aussi, tout comme pour le DLSS 3, ce qui proposera le plus de gains en performance, entre guillemets, c'est quand on couple un upscaling type DLSS 2 ou FSR 2 avec le Frame Generation. Mais on peut aussi utiliser le Frame Gen avec la résolution native, mais je dirais que le gain en performance est forcément moindre qu'avec un upscaling, et le coût en latence est lui aussi beaucoup plus élevé, puisqu'un des gros bénéfices de faire un upscaling en plus du FrameGen, c'est que ça fait baisser la latence par rapport à un rendu natif. Tout simplement parce que le GPU balance beaucoup plus d'images à la seconde, et si on reste en natif, on perd ce bénéfice-là, ce qui n'est pas franchement idéal. Et donc pour le fonctionnement du FSR 3, on retrouve à la fois des similitudes, mais aussi des différences avec le fonctionnement du DLSS 3. Alors, sur ce qui est similaire, les deux technologies utilisent à la fois les motion vectors et l'optical flow. Ça, c'est pour prédire au mieux la frame à générer entre les deux autres. Je dirais pour maintenir la meilleure qualité d'image possible. Par contre, ce qui change quand même radicalement, c'est comment les calculs sont effectués, puisque pour le DLSS 3, Nvidia utilise des Optical Flow Accelerators, ou OFA, qui sont des unités dédiées en hardware,
Alors, on a des OFA depuis les premières RTX, mais selon Nvidia, ce qui fait que le DLSS 3 ne fonctionne que sur les RTX 4000, c'est que les OFA sur les dernières générations sont beaucoup plus rapides et aussi beaucoup plus efficaces que sur les RTX 2000 et 3000. Et pour le framegen du FSR 3, AMD a choisi de procéder différemment pour avoir la plus grande compatibilité matérielle possible, puisque le FSR 3 fonctionnera aussi sur console par exemple, et les GPU des consoles n'ont pas d'unité de calcul type OFA, donc il fallait trouver autre chose. Du coup, les calculs pour l'interpolation du FSR 3 sont toujours effectués par le GPU lui-même, mais avec les fonctions de calcul asynchrone ou l'async compute. Alors, l'async compute, il est aussi parfois utilisé par les jeux eux-mêmes, et l'async compute, comme son nom l'indique, ça permet d'effectuer des calculs non pas en parallèle, mais de manière asynchrone. Ce qui permet d'effectuer les calculs différents pour le FSR 3 sur le côté, en plus du rendu classique, de manière plus ou moins transparente. Du moins, je dirais, tant que le jeu ne soit pas hyper demandeur avec ce type de calcul-là. Alors l'async compute, ça existe depuis RDNA 1, donc les RX 5000 chez AMD, et chez Nvidia, c'est aussi là depuis les RTX 2000. Pour Intel, c'est aussi présent sur Arc, puisque ça fait partie des specs de DirectX 12. Je dirais même si l'approche est très maligne, ça ne veut pas dire que tout le monde sera logé à la même enseigne dans tous les jeux, puisque comme on fait appel à la puissance de calcul du GPU, dans les jeux qui utilisent l'async compute justement, ça veut potentiellement dire que le gain du FSR 3 sera moindre dans ces jeux-là que dans les jeux qui font moins appel ou qui n'y font pas appel du tout. Et donc ça veut aussi dire que selon votre carte graphique, dans certains jeux, les gars seront peut-être moins impressionnant avec un petit GPU qu'avec un gros GPU. Donc bon, passer par la Sync Compute, c'est un compromis intéressant d'un point de vue compatibilité matérielle, mais clairement, ça ne viendra pas forcément sans aucune contrepartie. Et une petite précision en passant d'ailleurs, je sais que souvent les technologies du type DLSS 2, FSR 2, FrameGen ou ici pour le FSR 3, c'est souvent qualifié de technologie software, mais c'est quand même assez inexact puisqu'il y a toujours du hardware derrière qui mouline pour faire fonctionner ces technologies-là. C'est jamais totalement gratuit, même le FSR 2, quand vous utilisez celui-ci sur des GPU qui sont pas très puissants par exemple, le gain en performance est quand même bien moindre que sur des plus grosses cartes, car ça exécute des calculs en hardware pour fonctionner. Et donc ici, pour le FSR 3, c'est pas gratuit non plus, ça demande des capacités de calcul spécifiques, et si elles ne sont pas présentes sur le GPU comme sur les GTX 1000 par exemple, les performances ou la qualité d'image risquent d'être moins bonnes. Donc on aura l'occasion de tester tout ça, puisqu'évidemment, j'irai regarder comment la bonne vieille GTX 1080 Ti gère tout ça, et si le FSR 3 est exploitable ou pas du tout. Mais je pense qu'il y a une raison pour laquelle AMD a bien précisé RTX 2000 et RX 5000 comme base minimum pour le framegen du FSR 3, puisque les GTX 1000 et les anciennes RX n'ont pas de capacité async compute en hardware. Donc bon, tout ça pour dire, même si ces nouvelles technologies, principalement du côté d'AMD, n'ont pas besoin de hardware spécifique pour fonctionner, ça n'en fait pas des technologies 100% software pour autant. Ça va aller chercher de la capacité de calcul, c'est une technologie qui se base sur le hardware, sinon ça fonctionnerait pas, ça sort pas de nulle part. Mais bon, sinon oui, la bonne nouvelle ici avec le FSR 3, c'est qu'évidemment, on aura un accès à un type de frame generation pour les RTX 2000 et 3000 aussi, ainsi que sur RDNA 1 et RDNA 2, et même sur les cartes d'Intel. Alors après, il reste encore à voir les performances sur les différentes cartes, mais ce sera intéressant à observer justement, mais j'espère évidemment que ça fonctionnera sur le plus de matos possible de manière correcte. Autre point important aussi, c'est la mitigation de la latence. Pour le DLSS 3, Nvidia impose l'ajout de la technologie Reflex dans les jeux pour réduire celle-ci. Chez AMD, on a vu apparaître sur les slides l'anti-lag plus, et de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, ça ressemble plus ou moins au Reflex, mais avec une implémentation dans les drivers. Et dans les drivers AMD, on avait jusqu'ici l'anti-lag normal, donc l'anti-lag plus c'est nouveau, et c'est probablement ce qui permettra de faire baisser le plus la latence. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que pour le moment, c'est uniquement compatible avec les RX 7000. Donc reste à voir comment ça se passera avec les autres générations chez AMD, et si la latence sera bien plus élevée, ou pas tant que ça non plus, ce qui pourrait être une petite faiblesse ici pour les anciennes cartes. Pareil, en ce qui concerne la compatibilité avec les RTX 2000 et 3000, on n'a évidemment pas d'anti-lag dans les drivers de chez Nvidia, mais est-ce qu'on pourra utiliser du coup le Reflex en parallèle du FSR 3 pour les GeForce? Sans problème, je dirais, pour baisser la latence. On verra bien, mais c'est pas totalement garanti, pour l'instant on sait pas trop. Mais c'est vrai que si on peut pas du tout rabaisser la latence sur les GeForce par exemple, la techno pourrait être
tout de suite un petit peu moins sympathique que prévu, même si effectivement ça reste mieux que de ne rien avoir du tout, hein, on est bien d'accord. Pareil pour les GPU d'Intel, on n'a pas d'anti-lag ou de reflex du tout pour Arc, donc est-ce que ce sera utilisable dans des conditions agréables ou pas? Bah on verra bien. Mais c'est vrai qu'il reste quand même pas mal de questions en suspens du côté de la latence, pour les cartes des concurrents surtout. Mais bon, pour l'instant, ce qui semble se dessiner pour le FSR 3, c'est que celui-ci devrait être à son meilleur avec les RX 7000. Et une des autres faiblesses du FrameGen que l'on a déjà pu observer chez Nvidia, c'est la gestion de l'UI, donc l'interface, avec des artefacts d'affichage qui sont plus ou moins bien gérés. Alors, chez Nvidia, ça avait été mis à jour pour mieux gérer ce désagrément, mais ça n'a pas forcément été implémenté dans tous les titres qui sont déjà sortis avec le DLSS 3. Et même des jeux qui viennent de sortir, comme par exemple Immortals of Aveum, on souffre toujours de ce problème-là, même si là aussi ce sera très probablement patché assez rapidement, puisque bon, le jeu en lui-même, il y a beaucoup de problèmes, et le DLSS 3, l'implémentation est assez catastrophique. Mais bon, pour le FSR 3, AMD a indiqué que pour ce problème-là, ça sera contournable de plusieurs manières, par les développeurs, ils auront le choix entre plusieurs techniques pour justement pas avoir ce souci au niveau de l'interface. Et c'est plutôt une très bonne chose, c'est bien vu de la part d'AMD d'avoir un petit peu anticipé ce problème-là. Autre nouveauté du FSR 3, AMD a indiqué avoir rajouté un mode native anti-aliasing en plus des modes de qualité classiques du FSR. Et ça, c'est ni plus ni moins que l'équivalent du DLA chez Nvidia, qui permet de remplacer le TAA classique d'un jeu par celui du DLSS, ou ici du FSR, sans pour autant faire un upscaling. Ce qui est vraiment une très très bonne chose, puisque la partie anti-aliasing du FSR ou du DLSS par exemple sont très souvent bien meilleurs que ceux intégrés de base dans le temporal anti-aliasing des jeux. Et c'est une très bonne chose si ça se généralise pour les deux marques. Le FSR 3 lui-même proposerait apparemment également un upscale de meilleure qualité que le FSR 2, ce qui est là aussi une plutôt bonne nouvelle, donc on attend de voir ce que ça donnera aussi. Mais si ça permet de rattraper un petit peu le retard sur le DLSS et le XeSS, ce serait vraiment une très très bonne chose là aussi. D'ailleurs, si on regarde le site GPU Open d'AMD sur le FSR 3, on voit que niveau compatibilité pour le FrameGen, comme on l'a vu précédemment, c'est RX 5700 et RTX 2000 minimum, mais RX 6000 et RTX 3000 recommandés. L'autre segment en dessous, au niveau de la compatibilité qui parle des RX 590 ou GTX 1000, c'est pour la partie upscaling du FSR 3 uniquement, mais pas de frame generation recommandé pour ces cartes graphiques là. Donc c'est important de faire la distinction ici. Dans des jeux où le FSR 3 sera présent, la partie upscaling devrait fonctionner sur la plupart des GPU, où le FSR 2 fonctionnait déjà par le passé, mais le FrameGen probablement pas, ou peut-être pas bien. Au niveau de la qualité d'image, on a eu un retour de l'équipe de Digital Foundry qui ont pu assister à une démo à la Gamescom de la part d'AMD pour le FSR 3. Ils ont pu voir ça tourner sur une 7900 XTX en 4K avec FSR 2 en mode Quality, avec V-Sync à 120 Hz. Donc c'est plus ou moins les meilleures conditions possibles pour le rendu final en réalité. Et de leur avis, pour Forspoken et Immortals of Aveum, apparemment c'est très très prometteur et ce serait similaire visuellement à ce que propose le DLSS 3, ce qui est vraiment quand même hyper encourageant, même si au niveau du frame pacing et au niveau du V-Sync sur Immortals of Aveum, il y avait des petites chutes de FPS. Mais bon, on sait que le jeu est aussi particulièrement lourd, donc ça sera peut-être pas la même chose dans tous les titres. Et donc on attendra d'en savoir un petit peu plus, quand on pourra essayer tout cela nous-mêmes, mais bon, quand on sait que l'équipe de Digital Foundry est souvent quand même très critique sur ce que propose AMD la plupart du temps, ça permet quand même un certain optimisme ici pour le FSR 3 qui semble plutôt bien parti. Au niveau de la sortie du FSR 3, on n'a pas encore de date exacte, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, selon AMD, ça devrait arriver cet automne. Les deux premiers jeux qui auront le FSR 3, ce sera Forspoken et Immortals of Aveum. Alors, je sais, c'est pas les jeux les plus populaires, ou ceux où on aimerait avoir le FSR 3 en premier. Mais bon, c'est comme ça. Le FSR 3 devrait aussi arriver dans une paire d'autres jeux. J'ai vu passer Cyberpunk 2077, Avatar, Warhammer Space Marine 2 et Black Myth Wukong. Et on peut espérer que de plus en plus de jeux arriveront rapidement aussi avec le support du FSR 3. Par contre, c'est quand même assez surprenant de voir que Bethesda Microsoft n'apparaissent pas dans la liste des éditeurs partenaires pour le FSR 3. Surtout vu qu'AMD est partenaire, je dirais, hardware pour Starfield sur PC, on aurait pu penser que ce serait un des premiers gros titres à bénéficier du FSR 3, mais ça semble pas prévu pour le moment, et c'est quand même plutôt dommage. C'est vrai que ça aurait été une bonne façon de lancer la technologie sur un jeu vraiment très attendu, et qui aurait probablement aussi pu en profiter. Sinon oui, le FSR 3, c'est vrai qu'après avoir testé la 16900 XTX il n'y a pas très longtemps, dans ma conclusion, une des faiblesses de la carte, c'est les performances en ray tracing, et d'avoir du frame generation en plus,
bah, ça permettrait vraiment à la carte de bien mieux s'en sortir dans les cas où elle était vraiment un petit peu plus à la peine par rapport à la concurrence. Et ça reste quand même une excellente nouvelle pour les cartes d'AMD, donc j'espère vraiment que ce FSR 3 sera bon, et c'est plutôt dommage que ça ne sorte pas en même temps que les 7700 et les 7800 XT aussi. Autre technologie assez originale et vraiment intéressante de la part d'AMD qui a été présentée, et qui devrait arriver au début de l'année prochaine, si tout se passe bien, c'est qu'au sein du package HyperRX, on aurait une implémentation du AFMF, donc l'AMD Fluid Motion Frames, donc la technologie d'interpolation sur laquelle repose le FSR 3, au niveau des drivers, qui pourraient faire fonctionner le FrameGen du coup sur tous les jeux basés sur DirectX 11 et 12. Donc dans l'idée, c'est similaire à ce qu'AMD avait fait avec le RSR, qui permettait de rajouter le FSR 1 dans tous les jeux, même si c'est pas aussi bien qu'une implémentation native. Et c'est vrai que dit comme ça, le FrameGen potentiellement dans tous les jeux DirectX 11 et 12, ça paraît quand même assez incroyable, mais il y a aussi beaucoup de questions en suspens là encore une fois. On a eu un petit peu plus d'infos suite à la conférence d'AMD, puisqu'on a eu l'équipe encore une fois de Digital Foundry qui a pu voir la chose en action, et même si ça fonctionne, la qualité d'image est forcément moins bonne qu'une implémentation native du FSR 3, et ça c'est pour plusieurs raisons. C'est que déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le FSR 3 normalement ça utilise les motion vectors et l'optical flow pour assurer la meilleure qualité d'image possible, et pour le HyperRX ici on n'aurait pas accès à ces infos au niveau des drivers en fait, donc pour la qualité d'image c'est obligatoirement tout de suite moins bon par rapport à une implémentation native. D'autres questions, c'est par exemple, est-ce qu'on pourrait utiliser le FSR 2 en parallèle pour l'upscaling dans le jeu, ou est-ce qu'on est obligé par exemple de passer par le RSR pour pouvoir utiliser ce FrameGen par les drivers? Donc on sait pas vraiment non plus, mais si c'est RSR obligatoire, c'est clairement pas la même qualité d'image que le FSR 2. Donc là, on serait un petit peu perdant. Après, peut-être qu'on pourrait aussi utiliser le FrameGen des drivers sans aucun upscaling, ce qui assurerait la meilleure qualité d'image possible. On a aussi entendu dire que pour conserver la meilleure qualité d'image possible, le FrameGen des drivers se désactiverait quand on bouge la souris rapidement, ce qui serait en fait un petit peu l'inverse du Radeon Boost, qui lui baisse la résolution dans les jeux quand on bouge la souris rapidement pour augmenter les FPS. Et en gros, c'est nécessaire de faire ça car en cas de mouvement rapide à l'écran, l'interpolation aurait du mal à être propre avec une trop grande différence entre deux images qui sont trop différentes entre elles, vu qu'il manque les motion vectors et l'optical flow pour anticiper les mouvements. Et du coup, la question qu'on est tenté de se poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à activer le FrameGen et driver s'il ne fonctionne que quand on ne bouge pas beaucoup? C'est vrai que ça paraît un petit peu contre-productif, et ça pourrait même être limite désagréable si les FPS et le frame pacing font le yo-yo. Si on bouge beaucoup, ça peut vite être quand même assez pénible, puisqu'on aurait du coup de fortes variations de FPS et de qualité d'image, c'est pas forcément idéal. Et un des gros points importants négatifs, je dirais, c'est que ce FrameGen des drivers ne fonctionnerait que sur les RX 7000, donc là ça réduit énormément le public potentiel là aussi. Donc on verra bien en pratique, mais même si c'est pas super utile partout tout le temps, cette nouvelle technologie là, l'option a au moins le mérite d'exister. Comme pour toutes les autres technologies du genre, si le compromis ne vous plaît pas, personne ne vous force à les utiliser non plus. Donc dans l'ensemble, je trouve que l'idée est quand même assez géniale, et je trouve que c'est une techno vraiment hyper intéressante, même s'il y a quand même encore beaucoup d'interrogations sur son fonctionnement, et il y a aussi encore beaucoup de détails qu'on n'a pas, et on attend aussi surtout de voir comment ça fonctionne, si c'est intéressant ou si c'est plus gadget qu'autre chose. Mais bon, je dirais que rien que le fait qu'AMD propose enfin quelque chose qu'NVIDIA n'a pas fait avant eux, ça fait du bien aussi, puisque c'est ce type de choses qu'on aimerait voir plus souvent de la part d'AMD, c'est de ne pas être juste les suiveurs, mais de proposer aussi des choses uniques qui apportent du plus, je dirais, à leurs clients, et ça faisait bien longtemps qu'AMD n'avait pas proposé quelque chose de nouveau et d'innovant, je dirais, donc ça fait vraiment plaisir de voir ça ici. Et puis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour au niveau des annonces, et c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment plutôt positif dans l'ensemble pour AMD ici. La prochaine étape, c'est la sortie des RX 7700 et 7800 XT, et on attend de voir ce que ça donnera pour le FSR 3, et surtout comment il se comporte sur différents types de GPU. Enfin bref, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur le Ko-fi, et merci à tous ceux qui me soutiennent d'ailleurs. Je pensais vraiment pas que vous seriez aussi nombreux aussi rapidement, et donc ça fait vraiment extrêmement plaisir de voir que vous appréciez mon travail tout simplement. Donc encore un grand merci à vous, ça m'aide vraiment énormément. Donc du coup je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!